À la une ce soir, premier contrôle routier de la limitation de la vitesse à 80 km/h au lieu des 90 jusqu'au mois dernier. Les forces de l'ordre ont donné la priorité aujourd'hui à la sensibilisation plutôt qu'à la répression. Seuls les gros excès de vitesse ont été sanctionnés. Les sargasses arrivent sur la côte Caraïbe. Le phénomène qui avait épargné cette zone jusque-là surprend les riverains. Les spécialistes annoncent une amplification des échouages dans les jours à venir. En football, le Brésil est qualifié pour les quarts de finale. Un match de la Coupe du Monde suivi de près par les passionnés. L'ambiance était également à la fête aujourd'hui en Guyane où la communauté brésilienne est importante. Enfin, nouvel épisode de notre série consacrée à la 37e édition du Tour cycliste de Martinique. Présentation ce soir des enjeux, du parcours et des nouveautés de cette année. Le nouveau parcours de la 34e édition du Tour des Yolrondes de Martinique a été dévoilé ce week-end. Des étapes concentrées sur la côte Caraïbe. Nous ferons le point avec le président de la Fédération des Yolrondes que vous voyez à l'antenne, Alain Dédé. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. La mesure devait prendre effet le 1er juillet et elle a bien été mise en application aujourd'hui. Un grand contrôle routier à Font-Bellemare, Casse-Pilote, a été organisé cet après-midi pour vérifier le respect du nouveau code de la route. La vitesse maximale pour les routes à double sens, sans séparateur central, est désormais limitée à 80 km/h au lieu des 90 jusque-là. Ce matin, l'heure était à la sensibilisation plutôt qu'à la répression. Reportage de Loïc Régis. Mégane blanche, 88 km/h, une boule d'attelage à l'arrière. Un véhicule intercepté à 90 km/h, soit 10 de plus que la nouvelle limite autorisée. Jour de chance pour le conducteur, il ne sera pas verbalisé pour son faible dépassement. Le contrôle du jour tient davantage de la prévention plutôt que la répression. Vu l'âge, ça reste pas tellement dans la tête. Très bien, plutôt bien. Je leur ai dit ça, je leur ai fait des compliments. Leur disant que c'était la première fois que j'étais heureux d'être arrêté par des gendarmes. Une bonne surprise en quelque sorte, mais je pense que par la suite, on sera plus facilement verbalisé. Là, ce sera plus une mauvaise nouvelle. Les automobilistes en légère infraction bénéficient donc d'un message de sensibilisation au danger de la route, un petit film explicatif et une brochure détaillant la nouvelle mesure concernant les 80 km/h. Tous les excès à moins de 20 km/h, des gens qui se trouvent dans la tranche de 86 à 96 km/h. Donc nous les arrêtons et nous leur proposons une alternative à la sanction qui consiste, vous l'avez vu, en 2 ateliers. Le premier, c'est vraiment une sensibilisation au risque qui est engendré par l'excès de vitesse. Et le deuxième atelier, c'est le rappel à la loi. On leur explique qu'aujourd'hui, ils ne sont pas verbalisés, mais que si jamais ils ne respectaient pas à l'avenir cette limitation de vitesse, cette nouvelle limitation de vitesse, il serait passible d'une contravention de 4e classe. Le règlement en vigueur depuis hier vise à réduire le nombre de victimes sur les routes. La campagne parle de 13 mètres gagnés. 13 mètres gagnés, c'est des tués en moins ou des accidents avec une gravité qui est moindre, des blessés, des gens qui sont victimes d'infirmités. Donc le but, c'est celui-là. Ce n'est pas effectivement de faire appliquer un règlement à tout prix, c'est avant tout de sauver des vies. Une pédagogie de quelques jours encore avant une application totale du règlement. Le temps nécessaire pour que les automobilistes martiniquais s'habituent ou pas à ces 80 km/h. Et justement, la route a malheureusement fait une nouvelle victime hier soir, la 14e depuis le début de l'année. Johan Galva, 29 ans, a succombé à ses blessures suite à un accident au quartier Raquette au Vauclin alors qu'il circulait seul à bord de sa moto. Le jeune homme était bien connu du monde de la nuit en tant que DJ. Johan a aussi marqué de son empreinte le monde du judo. Passionné de la discipline, il la pratiquait avec assiduité. Le président de la Ligue a tenu à apporter son témoignage depuis l'Hexagone. Regardez. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris ce matin le décès de Johan Galva. Johan, c'est un garçon qui aimait la vie. Johan, c'est un bon judoka qui a participé à plusieurs compétitions au niveau départemental, au niveau national et voire international, puisqu'il a représenté la Ligue de judo de la Martinique à l'occasion de différents tournois. Le comité directeur de la Ligue de judo s'associe à moi pour adresser à toute sa famille, et notamment son père et son frère, nos plus sincères condoléances. Au chapitre social, les agents de la CGTM animateurs étaient en grève aujourd'hui. Ils réclament une prime de carburant adaptée et des formations. Aujourd'hui, les services de garderie et les activités dans les écoles n'ont donc pas été assurés. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Nous demandons déjà que la formation soit effective au niveau des associations
et que ce soit des formations qui puissent aboutir sur des jours meilleurs pour les animatrices. Nous demandons qu'ils réfléchissent un petit peu concernant les frais de transport, sur lequel on a fait des propositions et sur lequel il n'y a pas eu d'évolution, car donner un salaire, enfin donner une prime à ceux qui prennent les transports en commun égal à ceux qui prennent leur voiture individuelle, c'est vraiment ridicule. Exemple, 19 € pour le transport en commun, et on veut aussi mettre 19 € pour ceux qui ont leur voiture. Donc je ne vois pas où est la logique. Est-ce que vous pensez que les animatrices vont à la station essence pour dire je veux 19 € d'essence? Direction la Guyane avec la fin du préavis des 17 médecins urgentistes du centre hospitalier de Cayenne qui a pris effet aujourd'hui. L'appel à l'aide du personnel soignant n'a donc finalement pas été entendu et la menace d'une démission générale devrait être mise à exécution. Voyez ce reportage de Pierre Tréfou. Il y a 2 mois, 17 médecins ont présenté leur démission pour dénoncer les départs massifs du personnel hospitalier et les conditions de travail. Elles seront effectives dès ce soir. Après avoir alerté le gouvernement, les médecins urgentistes ont proposé à la direction de l'hôpital de re-signer un contrat de 2 mois. La période estivale étant difficile pour les embauches, elle permettrait de continuer avec l'ARS pour voir si les premières mesures seraient prises. Pour l'instant, on n'a pas eu de réponse de l'administration officielle concernant cette proposition, donc on attend. Toujours aujourd'hui, enfin à cette heure-ci, on attend une réponse de sa proposition. Parce qu'effectivement, demain, sinon, il n'y a plus de médecins, enfin, il n'y aura plus de médecins d'urgence. Enfin, du moins, ça fera. Il manquera quelques médecins. Il manquera quelques médecins, oui. 17, nous sommes encore 17 démissionnaires, dont 15 qui travaillent toujours aujourd'hui. Le planning de juillet est déposé, et donc du coup, effectivement, on est sur le planning de juillet. Si effectivement elle refuse une re-signature de contrat, et ben effectivement, il va manquer beaucoup de gens sur le planning, et il risque de ne pas y avoir de médecins aux urgences. Pour la direction, il n'est pas question de faire re-signer les médecins démissionnaires. Il n'y aura pas de re-signature de contrat. Les contrats sont en cours, ils démissionnent ou ils ne démissionnent pas. Ils reportent leur démission, oui, mais ils ont un contrat en bonne et due forme. Il n'y a aucune raison de refaire un contrat puisqu'il suffit de dire je démissionne ou je ne démissionne pas. Alors reporter une démission, ce n'est pas la même chose que démissionner et refaire un contrat. Juridiquement, c'est 2 choses différentes. Là, ils sont tous titulaires d'un contrat qui court encore plusieurs mois. Ils ont fait acte de démission. Je leur propose, le temps de la mission Carly, de reporter la date butoir de démission le temps de cet examen. Après, ils démissionnent ou ils ne démissionnent pas. Le professeur Carly, président du conseil de l'urgence hospitalière et médecin-chef du SAMU de Paris, a été missionné pour venir constater la situation de l'hôpital de Cayenne. Il viendra le 7 juillet prochain. Et c'est dans ce contexte que l'arrivée prochaine de Jérôme Cahuzac au centre de santé de Camopi a été dévoilée par le quotidien France-Guyane. L'ancien ministre du budget condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison, dont 2 fermes et 300 000 € d'amende, aurait donc été recruté par le centre hospitalier de Cayenne. Selon nos confrères, il devrait être embauché pour un mois de remplacement. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Une maison digitale a été inaugurée cet après-midi à Sainte-Thérèse, Fort-de-France, un espace dédié à la formation gratuite de l'utilisation des outils numériques. Et puis dans notre JT des communes, nous reviendrons sur un jeu créé par une Martiniquaise qui pourra animer vos prochaines grandes vacances. Il s'agit du jeu des 9 familles. Mais avant, parlons de cette nouvelle invasion de sargasses sur la côte Caraïbe cette fois-ci. Entre hier après-midi et ce matin, d'importantes nappes d'algues brunes ont échoué le long du littoral. C'est le cas en particulier à Chelcher, Casse-Pilote et au Carbet. Une surprise pour les habitants et mauvaise nouvelle selon les spécialistes, les choses ne sont pas prêtes de s'améliorer. Jusque-là, le phénomène concernait essentiellement la côte atlantique et c'est donc une surprise. Voyez ce reportage de Sandrine Claude. À Lens-Madame, ces quelques sargasses sont les dernières traces de l'échouage massif de ce matin. Gustave Honoré a assisté au phénomène, loin d'être habituel sur la côte Caraïbe. C'était vraiment fort de voir cette nappe qu'il y avait ce matin-là. Mais comme le vent s'est levé, le compte de surface les a déplacés et les amène vers Casse-Pilote. Casse-Pilote, mais aussi Bellefontaine ou encore le Carbet. Habitante de la commune, c'est la première fois que Jacqueline en voit autant. C'est aujourd'hui qu'on a vu, il y en a beaucoup. Mais d'habitude, ça passe, ça sort, ça descend jusqu'au large.
Et puis là, ça rentre sous la plage en ce moment. Hervé, lui, préfère ne pas croire à un scénario similaire aux communes du littoral atlantique. Ça va partir, je pense. J'ai vu le courant, c'est pas la même chose sur le sud, le nord Atlantique, le nord Caraïbe, il y a deux types de courants. Et ce sont bien les courants marins qui expliqueraient ces échouages en côte Caraïbe. Jusque-là, ils étaient assez rares. On a quand même une courantologie qui est très particulière et qui va dépendre aussi de la morphologie des fonds marins, qui va dépendre de la présence ou non de cailles, enfin de coraux. L'avantage de la côte Caraïbe, c'est qu'elle est beaucoup moins découpée que la côte Atlantique. La côte Atlantique présente pas mal de ce qu'on appelle des cul-de-sac, ou en tout cas des petites anses qui retiennent les sargasses, alors que côté Caraïbe, on a un littoral qui est déjà beaucoup moins festonné, c'est le terme exact, et donc les courants les évacuent quand même relativement rapidement. Depuis le littoral, d'importantes nappes en direction des côtes sont déjà visibles. Ces nouvelles arrivées pourraient bien jouer les troubles fêtes en pleine période de grandes vacances. Et alors que les sargasses arrivent sur la côte Caraïbe, la question que tout le monde se pose, c'est comment va s'organiser le Tour des Yoles Rondes de Martinique 2018. Le nouveau parcours a été présenté ce week-end et il se concentre essentiellement sur la côte Caraïbe. Pour en parler, nous recevons le président de la Fédération des Yoles Rondes, Alain Dédé. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première question, c'est sur le nouveau parcours mis en place par la Fédération. Comment allez-vous faire face à l'arrivée des sargasses ? Bien, vous savez, si nous sommes allés sur la côte Caraïbe, c'est par module de sécurité. C'est uniquement la sécurité, tout simplement parce que sur la côte Atlantique, l'ensemble des plages qui pourraient nous recevoir, Marigot, Bellefontaine, avec des sargasses, parce que c'est très difficile de faire un blessé en pleine mer venir à terre pour être pris en charge par le SDIS. Par contre, sur la côte Caraïbe, nous avons multiples possibilités. Si quelqu'un est blessé, on peut plus facilement l'emmener et le prendre en charge et l'emmener à l'hôpital. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons d'emblée choisi cette solution. Et je crois que nous avons eu raison, puisque nous n'attendons pas du tout les sargasses sur la côte Caraïbe. Elles arrivent, c'est-à-dire qu'elles vont redoubler d'intensité sur la côte atlantique. Alors, un nouveau parcours qui en a surpris plus d'un. Comment ont réagi les maires des communes écartées, du coup ? Bien, au contraire. C'était une décision en accord? Bon, c'était une décision en accord. Bien sûr, nous avons consulté les maires avant, on a eu leur accord. On a également consulté les maires des villes atlantiques pour leur dire que, pour des raisons de sécurité, on basculait de l'autre côté. Donc, tout a été fait dans les règles, avec la commission technique, avec le conseil d'administration et bien sûr les maires concernés et les services de l'État. Puisqu'actuellement, il faut revoir également le dispositif. Nous étions en réunion avec le SDIS. C'est moi pour reprendre les choses de manière différente, puisque nous avons une ville supplémentaire qui est Chelcher et 2 étapes dans la ville du Prêcheur. Donc c'est une réorganisation, mais qui permettra aux gens d'assister à un spectacle magnifique, puisque tout se passe sur la côte. Les halls seront au plus près justement du public. Non, cette édition elle se prépare. Alors bien sûr, il y aura les sargasses probablement du côté de Chelcher, de Casse-Pilote, mais on pourra passer à travers sans problème. Alors, qui dit nouveauté dit sans doute déstabilisation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir de belles surprises cette année? C'est sûr, on a de très belles surprises puisque nous sommes sur un plan d'eau relativement calme. Et quand on regarde ce qui s'est passé dimanche dans la ville de Sainte-Luce, avec des rebondissements, quand on a vu nos dernières courses, il y a beaucoup plus de yoles qui vont prétendre à gagner cette 34e édition. Sûr. Donc c'est fini le grand règne des Mapipi. Alors, ce qu'on appelait le grand règne des Mapipi, ce n'est pas fini, mais ça sera très très compliqué parce que quasiment il y a une dizaine de yoles qui ont montré des possibilités. Déjà lors du prix du Tombolo, à Sainte-Luce dernièrement, nous avons bien sûr 2 autres courses qui arrivent. Non, qui bien malin pourrait dire qui gagnera ce Tour de la Martinique, mais c'est une chose est certaine, c'est que le spectacle sera magnifique. La compétition sera très belle, à l'instar de ce qu'on a vu à Sainte-Luce dimanche dernier. Alors maintenant qu'on a fait le point sur le Tour des Yoles, il n'y a pas que le Tour de Martinique des Yoles Rondes, il y a également le championnat avec l'équipage UFR Chamflore qui a une belle avance sur Rosette Orange. Est-ce que ça veut dire que le championnat est peut-être déjà joué ou tout peut encore arriver? Non, c'est-à-dire qu'on peut dire actuellement que le podium est connu entre ces 3 yoles, UFR Chamflore, Rosette et Zapiti. Mais l'ordre peut changer, parce qu'il nous reste encore 3 courses et
On peut gagner les 3 comme on peut couler sur les 3 courses. Donc c'est un classement au point. Donc tout peut basculer. Mais à l'intérieur du championnat, les places ne sont pas encore définitives parce que tout un chacun veut essayer de se rapprocher le plus près possible du podium. Et là, nous aurons à Trinité la dernière course du championnat qui sera sûrement quelque chose de très très intéressant pour le classement définitif de ce championnat. D'autant que ce sont des courses purement à la misaine que nous avons mis en place, à l'instar bien sûr de la coupe que nous allons faire la semaine prochaine, justement pour préparer au maximum ces équipages pour ce prochain tour de la Martinique des Yolrondes. Alors, on a parlé du championnat, mais il y a également la Coupe de Martinique qui est prévue ce week-end, c'est ça? La Coupe est prévue ce week-end. Nous l'avons déplacée, elle était prévue le 15, mais avec la finale de la Coupe du Monde de football, ça aurait été compliqué. Donc, cette Coupe va se dérouler aux Anses d'Arlé, toujours 3 courses à la misaine, dans une baie magnifique. Et là encore, on aura du spectacle parce que le vent est très tournant dans cette baie et la compétition va être très âpre. Là, c'est vraiment de la tactique. Et puis, il va falloir appréhender, je dirais, les sautes d'humeur du vent, mais c'est aussi la nature félicienne et ça va pimenter encore cette Coupe de Martinique. 3 régates dans la baie des Anses d'Arlé avec nos 16 yoles. Il y aura du spectacle. Très bien, merci à vous, Alain Dédé, d'avoir répondu à nos questions et puis bon tour des yoles. On espère que ça va bien se passer. Absolument fait entre le 29 juillet et le 5 août. Merci à vous. Sport toujours, mais sur la pelouse cette fois-ci, avec le match de la Coupe du Monde de football 2018 qui a opposé aujourd'hui le Brésil au Mexique. Une rencontre très suivie chez nous ce matin. Les fanzones ont fait le plein comme au centre commercial La Galeria où s'est faufilé Johan Boulard. Regardez. Victoire du Brésil 2-0 face au Mexique, dans une ambiance loin de celle de Grand Soir. Un succès acquis en deuxième mi-temps. Il est monté plus haut, il est monté du Philippe, il a dit Boula nous marque au début. Donc ça était prévu. Nous sommes Nigeria. Je ne sais pas qui c'est Yoni. Je ne sais pas grand chose. En plus que Yoni, un jeu qui traite là. Il ne manque pas où la terre, il n'a ni rien, il a fait simulation. C'est pas bon ça. N'en déplaise à Raymond, le Brésil est propulsé en quart par ce même Neymar après un but et une passe décisive. Les supporters brésiliens ont eux aussi mouillé le maillot, faisant parfois des kilomètres pour soutenir la Seleção. Je suis de Basse-Pointe en fait. Et bon, j'ai un restaurant et le lundi c'est le jour des courses. Mais comme mon mari aime le beau football, il m'a dit fais vite parce qu'on ira voir le match sur le grand écran à la Galeria. J'espère que Messi et Cristiano Ronaldo ne vont pas tirer Neymar. J'espère, je croise les doigts. À la sortie. Normalement, mon groupe c'est à Brésil. Les sacs étaient gênés à partir. Donc, il n'y a rien pour gêner nous. Nous connaissons ça. Mais avant, il faudra l'emporter face à la Belgique, vainqueur de son 8e de finale. Le Brésil, s'ils arrivent contre la Belgique, là, c'est terminé pour le Brésil. Je mise quand même sur le Brésil parce que ils sont quand même forts. Je trouve que c'est un peu vieillot par rapport à ce qui se fait maintenant. Depuis son faux pas face à la Suisse, le pays de la samba semblerait retrouver un peu de rythme. Ces stars se verraient bien d'ailleurs décrocher une 6e étoile en Russie. Un match suivi avec beaucoup d'attention également en Guyane où la communauté brésilienne est très présente. Les fans ont célébré en grande pompe la victoire de leur équipe, comme a pu le constater aujourd'hui Pierre Tréfou. Ce matin, dans les rues de Cayenne, la tension est à son comble. Pour les 8e de finale, l'équipe du Brésil affrontait le Mexique. Après un réveil de Neymar, c'est la libération pour les supporters. 2-0 pour le Brésil. Au début c'était ennuyeux, mais après on a réussi à le faire. Oui, et on a gagné cette partie. On va jusqu'au bout. On y croit. Ce serait quoi, mademoiselle, pour vous la meilleure finale de ce mondial? On pourrait bien essayer un France-Brésil, pourquoi pas? Oui. Ah, très contente. Nous sommes heureux aujourd'hui. C'est nous, Brésiliens, regarde. Les supporters brésiliens sont venus en masse défiler dans les rues de Cayenne pour célébrer la victoire de leur équipe.
Le Brésil se qualifie pour les quarts de finale et affronteront la Belgique vendredi prochain. Et vous l'aurez compris, le Brésil a disposé du Mexique 2-0. La Belgique s'est imposée au Japon 3-0. Les quarts de finale opposeront donc 3-2, pardon. Les quarts de finale opposeront donc la Belgique au Brésil. Un match qui sera diffusé en direct sur notre antenne ce vendredi 14h, suivi du magazine de la Coupe du Monde. Quant aux Bleus, ils affronteront l'Uruguay toujours ce vendredi, mais à 10h du matin. Place maintenant à notre série sur le Tour cycliste de Martinique qui commencera samedi prochain. Une 37e édition qui s'annonce passionnante avec pas moins de 971 km à parcourir pour la centaine de coureurs qui devraient prendre le départ. Le point complet sur le parcours et les nouveautés avec Karel Chassol. Cette 37e édition du Tour est marquée par deux nouveautés. Un contre-la-montre par équipe lors de la première étape à Fort-de-France et un retour de la présentation des équipes la veille du début de la compétition. Côté ville-étape, deux signent leur retour, le Vauclin et le Marin. Au rayon parcours, pas de révolution, le profil est similaire à celui de l'an dernier. À noter tout de même que le tour sera moins long que le précédent, 971 km contre 1090 en 2017. En outre, le contre-la-montre à Rivière-Pilote retrouvera son sens initial. Mais ce tour s'annonce malgré tout difficile. Au menu, pas moins de 34 prix de la montagne, dont 6 de deuxième catégorie. Comment faire un tour en Martinique qui ne puisse pas être difficile, mais moins de kilomètres par rapport à la Coupe du Monde de football, où samedi, nous aurons 2 matchs. Et après les 2 matchs, prendra place le prologue. Et puis, nous nous retrouvons sur quelques étapes où on a dû diminuer un petit peu, puisque le football commencera tout de suite après l'arrivée des étapes. Donc, on a voulu agencer la Coupe du Monde de football et le Tour cycliste de Martinique. Outre les clubs martiniquais, 8 formations devraient sillonner nos routes. Les USA, la sélection de la Caraïbe, l'Allemagne, l'Angleterre, Martigues, Aix-en-Provence, ainsi que les sélections de Guadeloupe et de Guyane. C'est là la difficulté dans le choix des équipes, en posant des questions, en allant sur les réseaux sociaux, en allant voir sur l'Union cycliste internationale, que sont les coureurs qu'on invite. C'est une difficulté. Bon, on aura une sélection des États-Unis. Rappelez-vous, dans le temps, qu'il y a une sélection des États-Unis qui était venue et puis qui avait en quelque part dominé le tour. Là, nous faisons attention. Il n'est pas question de professionnaliser notre discipline. Nous sommes un comité qui gère un cycliste amateur avec de jeunes Martiniquais qui ne sont pas des professionnels. Donc, je vais l'équilibrer de façon pour que nos Martiniquais puissent au moins se retrouver au moment des échappées, au moment des victoires. Avec un budget en baisse, 330 000 € contre 380 000 l'an dernier, le comité régional cycliste a dû faire preuve d'ingéniosité afin de tenter de conserver un tour de qualité. Il faut surtout diminuer sur les coûts, sur les dépenses, essayer d'alléger tout ça et faire un beau tour quand même. C'est pas évident, mais enfin on se bat, on a l'habitude. Et puis il faut rentrer dans les budgets, hein, tu sais, quand tu organises, c'est ça. Il faut rentrer dans les budgets du tour. Donc j'espère que malgré cette baisse de budget, que cette année nous aurons un beau tour quand même. Le tableau est dressé. Début des hostilités samedi 17h à Fort-de-France. ATV toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Fort-de-France, au 188 avenue Maurice Bishop Sainte-Thérèse plus précisément. Une maison digitale y a été inaugurée ce matin, un espace qui proposera des formations gratuites aux outils numériques. Le projet initié par la ville de Fort-de-France rentre dans le cadre de la stratégie Fort-de-France ville caribéenne numérique et connectée. Voyez les précisions recueillies par Luc Richis. Toutes les formations prévues dans la maison digitale, ce sont des formations gratuites.
Donc aujourd'hui, ces femmes pourront être prises en charge de minimum un délai de, je dis, 2 semaines jusqu'à 1 an de formation. Donc sur tout ce qui est numérique, donc je peux prendre la base, donc la création de mails, ça peut être aussi l'utilisation du navigateur, ça peut être aussi la création de CV et tout. Donc c'est vraiment l'apprentissage du numérique par le biais surtout de leur smartphone, parce qu'aujourd'hui le smartphone reste l'outil indispensable pour chacun. Nous voulons d'abord agir au niveau des quartiers populaires, donc sont concernés les gens de Sainte-Thérèse, Renéville, Morne-Calebasse, Dillon, Volga-Plage, parce que nous savons que le taux de chômage y est très important, notamment chez les jeunes et encore plus important chez les femmes. Parce que nous voulons aussi que cette initiative de développement de l'économie numérique prenne pied dans nos quartiers populaires, permette d'offrir à nos jeunes et nos moins jeunes de ces quartiers des perspectives de création d'activités, des perspectives d'insertion et qu'ils puissent eux aussi profiter pleinement et s'inscrire dans l'économie du XXIe siècle qui est en partie l'économie numérique. Une idée pour occuper vos grandes vacances maintenant, un jeu des 9 familles sur notre histoire, animaux, personnalités ou encore lieux culturels. Un moyen ludique pour tester ses connaissances et pourquoi pas réviser tranquillement. Créé par Sabine Andrivon-Milton, nous vous le présentions déjà en décembre dernier. C'est l'heure du best-of de notre JT des communes. Alors, il y a la famille fruits, la famille fleurs, la famille patrimoine. Dans la famille animaux, je demande iguane. Iguane. Ah, voilà mon point. Attention, ça continue parce que j'ai une bonne pioche. Je dois le continuer. Famille, personnalité, on y va. Famille, personnalité, je demande Lumina Sophie. Et en pioche, voilà. C'est ça, c'est comme le jeu des 7 familles, sauf que là, il s'agit de 9 familles. Patrimoine, géographie, des légumes, des fruits, l'économie, voilà. Et tout ça, ça se passe de manière très sympathique. Pour nous présenter le jeu de 9 familles, quoi de mieux que d'avoir de vrais joueurs autour de la table? En l'occurrence ici, les élèves du lycée agricole du Robert où enseigne Sabine Andrivon-Milton. On voit donc les personnalités martiniquaises, le patrimoine, les fruits, les fleurs, les légumes, les animaux, les dates importantes, très importantes aussi pour eux, qu'ils puissent avoir quelques repères historiques et aussi dans tout ce qui concerne l'économie. Pour jouer, il faut être entre 3 et 7 joueurs, peu importe l'âge. L'essentiel étant d'améliorer ses connaissances de la Martinique. C'est comme le jeu de cette famille. Tu dois trouver la famille, soit des fruits, géographie, légumes ou patrimoine. Quelques dates aussi, comme le septembre 1870, l'institution du Sud, je ne sais pas non plus. Donc. La Martinique en 200 questions-réponses. Chaque carte comporte une photo, un texte et les autres membres de la famille. En termes pédagogiques, je leur donne d'abord une feuille. Je leur dis de marquer 6 noms de fruits, de donner ce qu'ils savent. Ce qu'on appelle les préacquis. Et puis après avoir joué, je leur redonne la feuille. Effectivement, ils ont appris des choses parce qu'ils ont échangé, ils ont demandé, ils ont entendu. Et ça, c'est intéressant. Et ça, je pense qu'on a gagné en faisant ça. Quoi. Pour gagner, il faut réunir le plus de familles à la fin du jeu. Il y avait un manque et il y avait des hésitations. Quand on leur posait des questions, de citer 6 noms donc de fleurs, ils en donnaient 2, pas plus. Des personnalités, ça n'allait pas très loin. Donc ça permet d'apprendre en s'amusant. Pour une initiation, ce fut un réel plaisir, ambiance partagée d'ailleurs par les lycéens. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Le jeu, on peut le retrouver dans toutes les librairies, dans toutes les bonnes pharmacies, comme on dit. Et sachez qu'il y en aura d'autres qui sortiront prochainement à mettre dans tous les foyers. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h en face de la mairie du Saint-Esprit. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre Zobda-Ketman au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres développés ce soir. Premier contrôle routier de la limitation de la vitesse à 80 km/h au lieu des 90 jusqu'au mois dernier. Les forces de l'ordre ont donné la priorité aujourd'hui à la sensibilisation plutôt qu'à la répression. Seuls les gros excès de vitesse ont été sanctionnés. Les sargasses arrivent sur la côte Caraïbe. Le phénomène qui avait épargné cette zone jusque-là surprend les riverains. Les spécialistes annoncent une amplification des échouages dans les jours à venir. En football, le Brésil est qualifié pour les quarts de finale. Un match de la Coupe du Monde suivi
suivi de près par les passionnés. L'ambiance était à la fête aujourd'hui en Guyane où la communauté brésilienne est importante. Enfin, nous vous avons proposé un nouvel épisode de notre série consacrée à la 37e édition du Tour cycliste de Martinique. Nous avons fait le point sur les enjeux du parcours et les nouveautés de cette année. Restez sur ATV, retrouvez tout de suite l'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV, suivi à 20h du magazine Capital avec le titre « Vacances gratuites ou à prix cassé, que valent les nouveaux bons plans ?» Passez une bonne soirée avec nos programmes. Je vous retrouve avec plaisir demain soir dès 18h50 pour les titres. Bonne soirée et à demain.